Donc, tout le monde, Daniel Dion de la NatBank qui finance plusieurs Québécois en Floride. Donc, Daniel, je te laisse la parole. Oui, bon, je me présente, je suis Daniel Dion, je suis vice-président en développement des affaires chez NatBank. Donc, j'ai travaillé plus de 15 ans au Québec pour la Banque nationale et maintenant, ça fait 17 ans, je suis ici à temps plein en Floride. Donc, qu'est-ce que je fais au juste? Qui est NatBank? NatBank, c'est une filiale américaine de la Banque nationale. Donc, on est ici depuis plus de 27 ans. Ici en Floride. On a 3 succursales. On a une succursale à Hollywood, on a une succursale aussi à Pompano et on a une succursale également à Boynton Beach. Donc, on est, comme j'ai dit, on est une filiale à 100% américaine de la Banque nationale. On a plus de 30 employés qui travaillent ici en Floride. Donc, la majorité, tout notre personnel qui est au service à la clientèle parle français et anglais, bien sûr. Donc, vous pouvez être servi au total, je pense que c'est 7 langues qui est parlée chez NatBank. Nous sommes une banque avec multiples services, donc vous pouvez ouvrir des comptes de banque, vous pouvez aussi faire des prêts, bien sûr, et également, si vous voulez avoir une carte de débit, une carte de crédit, ça, c'est possible également. Donc, 90% de nos clients sont canadiens. Je ne dirais pas juste québécois parce qu'on a beaucoup, beaucoup de clients qui viennent de d'autres provinces. On a des gens, dans les dernières années, on a développé beaucoup l'Ouest canadien et on a beaucoup développé l'Ontario également. Donc, on a beaucoup de clients de ces parties-là du Canada, en plus de nos clients qui viennent d'ici également. On a beaucoup d'expatriés, donc des Canadiens qui sont ici depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, qui font affaire avec nous autres également. Donc, c'est certain que moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler en gros là, du financement hypothécaire. C'est notre pain, notre beurre chez NatBank. Donc, on est spécialisé dans le financement hypothécaire et particulièrement avec des Canadiens. L'avantage que vous avez, je vais partager mon écran. Je vais vous faire une petite présentation, puis vous allez voir c'est quoi un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire ici chez NatBank. Okay. Daniel, juste si tu veux la mettre plein écran avec le petit bouton en bas à droite, ouais là. OK. Merveilleux. C'est parti. OK. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler du contexte immobilier. Puis, est-ce que c'est encore le temps d'acheter? Les types de financement que nous, on peut faire chez NatBank, puis l'importance de bien s'entourer. Donc, je vais vous parler du contexte immobilier en 2021. Donc, l'impact est très positif sur l'économie. Le marché immobilier reprend quand même beaucoup de vigueur. Je vous dirais que là, 1 an et demi, lors du début de la pandémie, on était incertain qu'est-ce que ça allait faire le marché. Est-ce que le marché allait s'effondrer ou il allait partir de l'autre côté? Bien, heureusement, il est parti de l'autre côté. C'est un marché actuellement de vendeurs. Et ce qu'on a vécu, j'étais ici en 2005, 2007, 2008, donc j'ai vécu là, le crash immobilier. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est que les propriétés sont fortement à la hausse et l'inventaire a baissé d'une façon dramatique, donc beaucoup moins d'inventaire. Et maintenant, les gens, ce qu'ils font, ils voulaient acheter une propriété, bien souvent, il va y avoir 3, 4 acheteurs qui veulent acheter et il y a beaucoup de monde il y a de la surenchère actuellement. Également, je vous dirais qu'en étant ici depuis plus de 15 ans, depuis 1 an et demi, c'est vraiment spécial de voir la situation. Puis c'est une situation qui est très plaisante. On a beaucoup de gens qui achètent des propriétés et beaucoup de gens qui achètent des propriétés d'importance. Donc, ce qu'on voyait beaucoup, là, on en fait encore du 50 000, du 100 000, 200 000, 300 000, mais je vous dirais des propriétés de 500 000 à 6 millions, j'en ai vu au cours de l'année. Donc, j'ai vu des Canadiens qui ont acheté des propriétés de 100 000, j'en ai vu jusqu'à 6 millions au cours de l'année. Donc, on a financé ces gens-là. Nous, chez NatBank, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut financer à partir de 50 000 jusqu'à presque 5 millions, 4,6 millions là, comme tel. J'en ai qui sont à côté, là, que je ne peux pas faire plus parce que je suis rendu au maximum, mais 4,6, je pense qu'on peut faire un grand, grand bout. Donc, les Canadiens sont encore une grosse partie des acheteurs ici en Floride, même si c'était difficile au courant des 2 dernières années
de venir en Floride. Donc, c'était toujours possible par avion de venir. Et il y a beaucoup de monde qui ont fait des achats. Je vous dirais qu'en 17 ans ici, c'est ma meilleure année, là, vraiment. Là, et ça se passait beaucoup. Je pensais que l'an passé, ça avait été bon, mais cette année, c'est encore meilleur. Donc, le marché, l'immobilier est très florissant et pour les Canadiens aussi. C'est très facile parce que nous, chez NatBank, comme je vais le dire un petit peu plus tard, on reconnaît votre dossier de crédit canadien. On va tirer un bureau de crédit canadien également. Les taux hypothécaires demeurent quand même à un niveau très bas. Ils n'ont jamais été aussi bas que ça comme actuellement. Même si les taux sont un peu plus hauts qu'au Canada. Parce que je vais vous dire un petit peu pourquoi. Les taux sont un peu plus hauts parce que le prime ici, le taux de base aux États-Unis est plus haut qu'au Canada. Donc, attendez-vous pas à avoir peut-être le même taux qu'au Canada, mais c'est pas bien loin un de l'autre comme tel. Il y avait eu un gros resserrement de crédit dans les années 2008-2009 quand il y a eu les short sales et ensuite de ça, les foreclosures comme tel. Mais là, il y a un retour à la normale qui se fait là, graduellement. Donc, est-ce que c'est encore le temps d'acheter? Oui, moi, je pense que c'est encore le temps d'acheter. Je ne pense pas que je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne pense pas que le marché va s'effondrer ou que les prix vont baisser dans les prochains mois ou la prochaine année parce qu'il y a beaucoup de monde qui déménage en Floride actuellement. Il disait que peut-être ma statistique est peut-être erronée, là, mais il y avait au moins 1000 personnes qui arrivaient en Floride à tous les jours. Donc, mettez 1000 personnes tous les jours, 365. C'est une ville chaque année qui se bâtit quasiment en Floride. Donc, on avait il y a à peu près 10 ans, on était à 15 millions. On est rendu peut-être 22 millions de population, excusez-moi, au Québec, en Floride plutôt. Donc, la population augmente beaucoup et il y a beaucoup de demandes pour les propriétés. Donc, la Floride, c'est un État qui est quand même populaire et une destination préférée. Donc, vous, au Québec, vous désirez venir en Floride, ben, vous êtes à 3 heures là, du sud de la Floride. Donc, puis il y a des vols à tous les jours. Donc, c'est très, très facile. Donc, c'est pour ça que c'est un endroit qui est très recherché, oui, par les Canadiens, mais beaucoup par des Européens. Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'Européens actuellement. On fait beaucoup de dossiers pour des Européens qui veulent immigrer ici aux États-Unis. Donc, on a beaucoup d'Européens dans la dernière année là, qui nous ont contactés. Donc, c'est une situation qui ne durera pas éternellement. Il en coûte de plus en plus cher pour acquérir une propriété. On peut le voir, ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Donc, la question qui est le plus souvent posée aux banquiers qui œuvrent aux États-Unis, c'est est-ce que c'est possible pour un Canadien qui n'a aucun historique de crédit aux États-Unis de faire un prêt, mettons, ici en Floride? Oui, c'est possible, puis c'est pas compliqué. Parce que nous, on reconnaît votre dossier de crédit. Puis également, on ne vous demandera pas de traduire vos rapports d'impôts, vos documents fiscaux qui sont en français. On ne demandera pas de les traduire en anglais. On est capable de lire le français et l'anglais. Donc, si vous allez dans une banque typiquement américaine, même si on est une banque américaine, ils vont vous demander que ça soit traduit par des traducteurs agréés. Donc, nous, on ne vous demandera pas ces choses-là. Donc, ce qui est important de savoir pour vous, dans quel secteur que vous voulez acheter. Est-ce que vous voulez acheter un condo? Est-ce que vous voulez acheter une maison unifamiliale? Est-ce que vous voulez acheter dans le sud de la Floride? Est-ce que vous voulez acheter Orlando ou sur la côte ouest? Nous, chez NatBank, on prête partout en Floride. Donc, on ne prête pas dans d'autres États des États-Unis, mais la Floride, on peut financer partout. Donc, si vous voulez acheter une propriété à Daytona ou vous voulez aller à Longboat Key sur la côte ouest, on peut vous la financer. On va vous demander aussi c'est quoi votre budget. Est-ce que vous voulez acheter une propriété de 75 000? Si vous dites je vais acheter un condo de 100 000 sur le bord du canal ou sur le bord de la mer avec 2 chambres à coucher, ben, peut-être qu'on va vous dire si vous le trouvez si vous en trouvez un, dites-moi-le, je vais l'acheter. Ça fait que faut savoir aussi votre budget que vous voulez mettre pour l'achat de votre condo. Les frais associés à votre investissement. Donc, vous pensez que oui, vous avez un achat à faire, mais il y a des frais qui sont connexes également. Donc, il y a des frais de closing. Vous avez également l'assurance. Martin en a parlé tout à l'heure aussi, l'assurance. Donc, il y a 3 sortes d'assurances ici. Donc, nous, en tant que prêteur, on va vous demander d'avoir une assurance hazard. Donc, mettons pour le feu, une windstorm pour les ouragans. Si vous êtes dans un flood zone, on va vous demander d'avoir une assurance flood. L'assurance flood, même si vous avez une maison d'1 million, le maximum que vous devez avoir, c'est 250 000.
De quelle manière que on va vous le dire, c'est que nous, on va faire une enquête avec American Flood ici et on va vous dire oui, votre propriété est située dans un flood zone ou non. Donc, si vous n'êtes pas dans un flood zone ici en Floride, donc on ne vous demandera pas d'avoir l'assurance comme tel. Est-ce que vous désirez financer votre achat? Il y en a qui disent, ah non, moi j'ai mon argent au Canada, puis je vais juste la changer, puis je vais acheter la propriété. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Par contre, si vous, la plupart de vous, vous êtes des investisseurs, vous voulez peut-être en acheter un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai même des clients qui en ont 50 de propriétés. Je travaille un dossier avec un client qui en a 120 actuellement. Donc, peut-être que la première, la deuxième, vous allez payer comptant, mais par la suite, vous allez peut-être vous dire, bon, ouais, on aimerait ça le financer parce que vous allez avoir un impact aussi sur le taux de change. C'est que, je prends un exemple facile, vous achetez une maison, une résidence secondaire de 100 000 OK? Demain matin, vous décidez de prendre votre argent au Canada, bien, calculez que ça va vous coûter avec le taux de change actuel au moins 130 000 Si vous venez chez NatBank, on va vous financer, mettons, à la hauteur de 80 et donc, votre rapport que vous allez en faire, c'est votre taux de change. L'impact sur le taux de change, c'est seulement sur 20 000 Donc, on va vous prêter 80 000 Donc, puis nous, on peut vous faire des prêts avec une période, si c'est une résidence primaire ou secondaire, avec des termes d'1 an, 3 ans ou 5 ans, amortis sur une période de 30 ans pour une résidence primaire ou secondaire. Si vous voulez acheter une propriété investissement, c'est quoi une propriété investissement? C'est une propriété que vous allez louer à l'année. Donc, si c'est une propriété que vous voulez louer, bien, on va probablement la financer avec un terme de 3 ans ou 5 ans fixe sur une période d'amortissement maximale de 25 ans. Donc, aussi, bien évaluer tous les frais. Donc, les frais reliés à votre transaction immobilière. On a parlé tout à l'heure des frais de closing. Les frais mensuels. HOA. Est-ce que c'est quoi vos HOA? Et moi, je vais vous dire également, les HOA, c'est des frais mensuels. Donc, des fois, l'association, si vous êtes dans un condo, ils vont vous charger au trimestre. Vous pouvez avoir acheté une maison unifamiliale, puis il y a une association aussi. Donc, des fois, vous achetez des maisons unifamiliales et il y a une association qui va s'occuper, enfin, pour couper vos arbres, l'entretien de votre piscine. Donc, ça, à calculer, à vérifier cet élément-là. Également, je vais vous dire aussi, si vous achetez une propriété, même si vous la payez comptant, je vous conseille de faire une évaluation de la propriété. Parce que ce qu'on voit actuellement, puis on l'a fait dernièrement, encore la semaine passée, il y a des gens qui ont fait une offre sur une propriété, mettons c'était à 500 000. Fin de compte, l'évaluateur l'évalue à 450 000. La personne est allée voir le vendeur, puis il a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Puis effectivement, il y a eu, je ne vous dirai pas c'était combien, mais effectivement, il était capable de négocier quelque chose. Puis, donc, c'est important pour vous de la faire évaluer et la faire inspecter également. Donc, l'inspection, c'est important parce que très souvent ici, nous, ce qu'on demande comme prêteur pour des maisons unifamiliales, on va demander 2 inspections. Vous demandez le Roof and Termite Inspection, donc le toit et les termites. Parce que le toit, c'est important ici en Floride que votre toit soit de bonne qualité et calculer aussi si vous avez besoin de le changer, ça peut être très cher. Donc, assurez-vous que votre toit soit de bonne qualité. Et les termites ici, là, ils mangent le bois. Donc, c'est important d'avoir, on va demander un rapport qui s'appelle le WDO pour les termites, que vous n'avez pas de termites ou s'il y en a. Ça peut arriver qu'il y en a, mais ça ne veut pas dire qu'on fait on demande bien souvent qu'il y ait un traitement qui soit fait. Donc, le traitement ne coûte pas très, très cher, il est fait. Et à ce moment-là, l'idéal, c'est d'avoir un traitement qui soit là, au moins, si c'est pour 2 mois, au moins 6 mois ou annuellement pour vous protéger contre les termites. Les assurances, on a parlé tout à l'heure, donc des assurances très importantes. Si vous achetez un condo, on va vous demander, vous aurez tout ce qu'on va vous demander. Nous, c'est qu'on va contacter l'assurance de l'association, ce que vous achetez, et on va demander le Master Policy, le Master Insurance Policy, l'assurance maître, en fin de compte, de l'association. Donc, vous n'aurez pas besoin d'avoir une assurance Hazard, Windstorm et Flood, parce que l'association va l'avoir et avec vos frais mensuels ou trimestriels, ça va être compris. Cependant, on va demander, si vous achetez un condo, une assurance HO6. Le HO6, ça protège, Martin en a parlé tout à l'heure, l'intérieur de votre propriété. Donc, ça, on va vous demander ça. Les taxes foncières,
Donc, calculer les taxes foncières, c'est à peu près 1,8 à 2 du montant du prix payé. Ici, c'est des rôles annuels et non des rôles trimestriels. Donc, à chaque année, votre compte de taxes peut baisser ou peut monter également. Il y en a qui vont dire, oui, les Américains, ils payent moins cher que nous autres. Oui, ça peut arriver parce que si c'est leur résidence principale, ils appellent ça le Homestead Exemption ici. Donc, vous pouvez payer moins cher si vous êtes un Américain, mais il faut que ce soit votre résidence principale. Prenez un Américain de New York qui vient d'acheter un condo à Fort Lauderdale, ben, il va payer le même montant de taxes que vous allez payer en tant que Canadien. Vos taxes, il faut calculer ici, les taxes sont payées une fois par année. Ils seront payés à la fin de l'année. Donc, vos taxes sont payées, vous avez votre compte de taxes comme au mois de novembre, on a reçu notre compte de taxes pour 2021 et on a jusqu'au mois de mars pour les payer. Donc, il y a des escomptes si vous payez au mois de novembre versus le mois de mars. Les contributions spéciales, faites attention, si vous achetez un condo, parfois, il y a des contributions spéciales, ils appellent ça les special assessments, donc ça peut être important. Il y en a des fois qui achètent dans une bâtisse à condo, puis là, ils s'aperçoivent qu'ils ont des contributions spéciales parce que l'association n'a pas assez de réserves ou ils veulent créer une réserve pour réparer le toit ou remplacer les vitres, pour mettre des impact windows, des vitres, c'est pas anti-ouragan, mais c'est des vitres spéciales contre les ouragans. Et je vais vous dire également l'impact du taux de change. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous achetez une propriété, bien, vérifiez l'impact. Si vous voulez qu'on la finance, on peut la financer. Votre impact sur le taux de change va être inférieur que si c'est acheté tout d'un coup. Cependant, nous, comme ici, en tant que banque américaine, on fait des prêts en dollars américains. Donc, vous allez rembourser à tous les mois en dollars américains également. De qui vous allez avoir besoin ici en Floride pour travailler pour votre prêt hypothécaire? Bon, en fin de compte, oui, vous allez avoir besoin d'un banquier. Banquier, si vous ne faites pas de prêt hypothécaire, vous allez en avoir besoin d'un parce qu'on vous recommande d'avoir un compte américain, donc dans une banque américaine, que ce soit une NatBank ou peu importe la banque ici. On vous recommande d'avoir une banque américaine. Pourquoi? C'est que si vous voulez payer votre compte d'électricité, ici c'est FPL, ou vous voulez payer vos taxes au comté, ben, vous allez avoir, ben, ils n'acceptent plus de compte d'un chèque en US tiré d'une banque au Canada. Donc, soyez pas surpris si vous envoyez un chèque US tiré d'une banque du Canada, que le chèque revienne parce que pour eux autres, le délai de compensation est trop élevé et ils ne veulent pas avoir ça également. Donc, un agent immobilier, oui, on vous recommande d'avoir un agent immobilier qui connaît le marché. Si vous achetez dans le sud de la Floride ou sur la côte ouest, on vous demande d'avoir quelqu'un qui va vous aider. Bien souvent, vous allez dire, oui, moi, je parle anglais, je suis capable de me débrouiller, mais le langage technique, des fois, c'est plus compliqué qu'on pense. Donc, l'agent immobilier, en tant qu'acheteur, vous ne le payez pas. C'est le vendeur qui va le payer. Donc, c'est important de bien s'entourer. Un agent de fermeture, ça, on appelle ça les closing agents. C'est comme un notaire au Québec. Donc, on peut vous référer des gens qui parlent en français, qui sont ici, qui sont habitués de travailler dans les deux côtés de la frontière et on peut vous les référer. Puis si on vous les réfère, c'est parce qu'on sait qu'on travaille avec eux autres et que vous n'aurez pas de problème comme tel. Je vais vous dire tout de suite, il y en a qui me disent, ouais, on va acheter une propriété, mais là, nous, on ne veut pas retourner en Floride une fois qu'on va avoir choisi notre propriété pour la fermeture, qui est le closing qui va avoir dans 2 mois, dans 3 mois. Vous n'êtes pas obligé de revenir en Floride. On peut tout faire à distance. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va transférer le dossier de crédit, les documents de prêt à l'agent de fermeture, le closing agent, qui, elle, va ajouter ces documents et va les transmettre par courriel à vous ou à votre notaire. Donc, vous allez aller devant votre notaire au Québec, vous allez signer. La seule fonction que votre notaire du Québec va avoir, ce n'est pas de vérifier les documents, c'est d'être témoin. Donc, il va vous vérifier signer votre signature. Il va mettre son sceau comme tel. Vous, une fois que tout est signé, vous retournez une copie par courriel et les originaux par FedEx ou un courrier recommandé pour qu'on les ait le lendemain. Et ensuite de ça, votre transaction est faite. Donc, vous n'avez pas besoin de revenir là, en Floride pour votre closing. Si vous voulez venir, bien sûr, vous allez faire votre closing avec la compagnie de closing ici. Là, ça, il n'y a aucun problème. Également, l'évaluateur. Donc,
on vous recommande d'avoir, nous, on va vous recommander un évaluateur. L'évaluateur, on a une liste qui doit être reconnue par la loi. Ici, on doit avoir une liste d'évaluateurs. Puis nous, on a les évaluateurs par comté. Donc, si vous êtes dans Miami-Dade, donc on va vous envoyer un évaluateur qui travaille, qui est spécialisé dans ce secteur-là. Si vous êtes dans Palm Beach, on va vous envoyer aussi un évaluateur qui travaille dans ce secteur-là. Donc, on a une liste. Vous allez me dire, est-ce que je peux choisir mon évaluateur? Non, même si c'est vous qui payez, nous, par la loi, il doit être reconnu par le NatBank, donc il doit avoir passé un processus pour être autorisé par la banque. Et à chaque année, on revise notre liste. On l'a fait, nous, cette semaine. Donc, on a rajouté 3-4 évaluateurs parce que là, on a beaucoup de demandes sur la côte ouest, entre autres, et on avait moins d'évaluateurs sur la côte ouest. Et juste pour vous dire, si vous voulez acheter une propriété dans les prochains mois, pensez que si vous regardez votre date de closing, pensez que les évaluateurs actuellement, c'est un peu comme au Québec, ils sont un petit peu, sont pas mal dans le jus. Là, donc, des fois, au lieu de prendre une semaine ou 2 semaines de donner le rapport, ça se pourrait qu'ils prennent 3 semaines avant de nous donner le rapport d'évaluation. Et si vous achetez une propriété, maintenant vous achetez un 6plex ou un bloc appartement, pensez plus un mois parce que ça, c'est des évaluateurs commerciaux et ils sont plus rares et sont très occupés actuellement. Je suis en train de faire des financements. J'ai fait une trentaine de financements sur la côte ouest, sur la côte ouest, plus au nord, avec un groupe cette année. Puis là, actuellement, l'évaluateur me demande 4 semaines pour faire les évaluations. Donc, pensez que dans votre délai, des fois, que ça pourrait prendre un petit peu plus de temps pour l'évaluation. Aussi, on peut vous recommander des comptes. Oui. Oui, j'ai une question, Daniel. Dans le fond, tout à l'heure, tu dis quand que c'est un prêt résidentiel, c'est-à-dire de propriété secondaire, oui. vous êtes revenu à 80 c'est 80 oui. de la proportion de financement? Depuis 2 semaines, on a revisé notre politique parce qu'avant la pandémie, on était à 80 résidence primaire et secondaire. On a baissé à 70-75 tout dépendant là, du secteur qu'on finançait. Et maintenant, on est revenu à la norme depuis 2 semaines. On a fait autoriser par notre conseil d'administration de revenir à 80 pour résidence primaire et secondaire. Quand on parle de résidence investissement, on parle là, à peu près de 70 entre 65 et 70 du prix payé ou de l'évaluation, le moindre des deux. Ça dépend dans quel secteur aussi que la propriété est. Donc, si elle est sur la côte ouest, parce que ici, les banques, on est audité, en fin de compte, là, par le gouvernement américain là, chaque année. Et il y a une loi qui nous indique qu'on n'a pas le droit de faire de prêts plus que 49 de nos prêts à l'extérieur de notre marché. Notre marché, c'est où est-ce qu'on a des succursales. Autant que nous autres que Desjardins, on est dans le même bateau, c'est qu'on a des succursales dans Palm Beach County et dans Broward County. Donc, il faut faire au moins 51 Donc, cette année, moi, entre autres, on a été victime de notre succès un petit peu. On a eu beaucoup de demandes à l'extérieur. Donc, je vous dirais, dans le dernier mois, on a demandé à nos gens de retarder les closings au mois de janvier parce qu'on avait trop de demandes sur la côte ouest, entre autres, ou à l'extérieur. Même Miami, pour nous autres, c'est considéré comme à l'extérieur de notre marché, même si on en fait quand même pas mal. Donc, c'est pour ça que, là, pour répondre à tes questions, on est revenu à nos normes de pré-pandémie, avant la pandémie comme telle, pour le financement. OK. Taux d'intérêt, ça ressemble à quoi ces temps-ci? Les taux d'intérêt, ça dépend c'est quoi que vous financez, mais pour vous donner une ordre d'idée, ça varie entre 3 et 4 à peu près. Tout dépendant du terme choisi, c'est une propriété primaire, secondaire, ça peut être entre 3, je vous dirais 3 et 4,5 tout dépendant, comme je vous dis, le pourcentage de financement, le secteur, le bureau de crédit aussi des gens. Donc, si les gens ont des bureaux de crédit de 730 et plus, donc nous, chez NatBank, je vais le numérer tout à l'heure,
on se base sur votre bureau de crédit canadien. On tire un bureau de crédit TransUnion. Donc, vous avez un bureau de crédit à 730, vous avez le meilleur taux d'intérêt. Donc, ça se pourrait que vous êtes un client, vous avez un bureau de crédit qui n'est pas mauvais, mais vous êtes à 640, ben, peut-être que votre taux est un petit peu plus haut là, lui qui a un bureau de crédit de 750 ou 800 là, comme tel. OK. Également, Une question. oui, Oui, j'ai une question de Fille Verici. Bonjour Daniel. Bonjour. Ma question est par rapport au taux d'intérêt et comparativement au taux des autres banques américaines. Est-ce que c'est comparable chez vous? Oui, c'est comparable. C'est certain qu'il y a des banques qui vont s'afficher avec un taux de 2,8 mais faites attention des fois parce qu'ils vont se reprendre sur les frais de closing ou sur les points. Nous, chez notre banque, on ne cherche pas de points. Donc, un point, c'est quoi? C'est 1 à peu près. Donc, il y a des banques qui chargent 1 point, 1,5 ou 2 au closing. Donc, vérifiez là-dessus. C'est certain que le taux, c'est dur pour vous dire, bon, ça va être 2,9 ou ça va être 4,25 parce que tout dépend du dossier. Si je finance une bâtisse commerciale, vous n'aurez pas le même taux que quelqu'un qui achète une propriété secondaire puis qui veut juste venir ici 3 ou 4 semaines par année. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le risque n'est pas la même chose. Mais je peux vous dire que si vous êtes un investisseur, vos frais d'intérêt sont déductibles à 100 et même vos frais de closing également. Donc, c'est des éléments à considérer. Puis, pour revenir au dossier de qui vous aurez besoin, bien, moi, on va vous recommander des comptables aussi. On travaille beaucoup avec des comptables qui connaissent les deux côtés de la frontière. Donc, c'est important d'avoir un comptable qui connaît la fiscalité canadienne et américaine parce que demain matin, votre investissement, je parlais de Patrick. Patrick veut vendre son condo tout à l'heure de 75 000. Donc, il y a un gain capital. Comment il va être traité? Donc, on a des comptables ici en Floride qui connaissent très, très bien. Ils ont travaillé beaucoup longtemps au Canada, puis ils connaissent aussi ici en Floride. Donc, s'ils avaient une retenue, 10 puis vous êtes en début d'année, mais quand est-ce que vous allez retirer votre retenue, quand est-ce que vous allez la réavoir, bien, vous allez probablement avoir besoin d'un comptable pour vous aider là-dessus également. Génial, merci. Ouais. Donc, Daniel, ça fait déjà 30 minutes. Est-ce que tu voulais terminer avec quelque chose? En fin de compte, je vais aller très rapidement, juste pour vous dire que chez NatBank, vos avoirs canadiens sont reconnus, votre bureau de crédit canadien est reconnu et la culture canadienne est reconnue. Donc, on a des gens bilingues pour vous aider. Vous n'êtes pas plus loin qu'un coup de téléphone ou un courriel. Il y a bien des clients que je ne vois pas. On fait la transaction et on ne se voit pas. Écoute, Nicolas, tu sais, on peut tout faire à distance. Donc, on peut tout faire ça par courriel et on est capable de vous contacter. Si vous voulez qu'on fasse un team, on peut faire un team pour également. Puis on peut vous faire une préqualification aussi. Donc, beaucoup ça, c'est très populaire parce qu'actuellement, les agents d'immeubles sont très occupés et c'est normal. Là, ils ne veulent pas perdre de temps avec quelqu'un qui ne sait pas s'il va pouvoir acheter ou pas acheter. Donc, on peut faire des préqualifications. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas tout seul dans l'équipe. Il y a Melissa Jones qui travaille avec moi, qui parle très bien français aussi, puis anglais, puis donc qui peut vous aider également. Et on a une très grosse expérience en Floride parce que moi, personnellement, j'ai fait plus de 2000 transactions ici en Floride dans les 17 dernières années. Donc, que ce soit un trust, que ce soit une fiducie canadienne, américaine, ou que ce soit une compagnie, on est capable de vous aider. Là. Il n'y a pas de problème. Si je peux rajouter une parenthèse, la dernière acquisition que je vous ai montrée sur ma présentation ce matin, c'est on l'a financé avec la NatBank, avec Daniel. Daniel a travaillé très fort sur le dossier et puis ça a très bien été. On est allé jusqu'au bout. Et puis Daniel aussi, quand je lui demande, il me fournit une lettre de préqualification, ce qui m'aide aussi beaucoup pour quand on soumet des promesses d'achat. Donc, j'ai deux questions. On va terminer avec Christophe et François. Par la suite, on va enchaîner avec Guy Demers comme témoignage d'investisseur. Donc, Christophe,
Vas-y, la parole est à toi pour Daniel. Oui, merci beaucoup. Donc, Daniel, tu disais tantôt que vous travaillez uniquement sur la Floride. Comment ça se passe si on veut investir dans d'autres États, comme au Vermont, par exemple? OK. Ça, nous, on ne peut pas faire de prêt hypothécaire comme tel, mais on peut vous faire une ligne de crédit sécurisée par une lettre de crédit de votre institution financière au Québec. Prenons un exemple, vous êtes un client de la Banque nationale, vous demandez d'aller voir votre banquier. Vous avez des placements au Québec, vous ne voulez pas le toucher, vous ne voulez pas transférer votre argent aux États-Unis à cause du taux de change. Bien, votre banquier au Québec, ça peut être la Banque nationale, ça peut être une autre banque, il peut vous faire une lettre de crédit irrévocable en faveur de notre banque. À ce moment-là, on peut vous faire une marge de crédit de 200 000, 300 000 ou 500 000. Vos placements vont être toujours au Canada, ils vont être gelés. Par contre, ma garantie va être la lettre de crédit et si vous avez 500 000 de ligne de crédit, vous pouvez acheter votre acquisition au Vermont. La seule chose que vous allez avoir à payer, les intérêts sur votre ligne de crédit à tous les mois et ensuite de ça, renouveler votre lettre de crédit annuellement avec votre banquier. Et le taux d'intérêt est le même que si c'était une hypothèque ou c'est différent? Ben, c'est un prime. Mettons, je vais vous donner un exemple. Ça pourrait être prime plus 1. Le prime aux États-Unis, 3,25, donc 4,25. Ça pourrait être moins, ça pourrait être plus, tout dépendant de votre dossier, votre score de crédit. Mais c'est des choses qu'on a faites parce que je suis allé faire plusieurs présentations dans l'Ouest canadien je vous dirais avant la pandémie. Et il y a beaucoup de jeunes dans ce coin-là qui achètent en Californie, Hawaï ou en Arizona. Donc, c'est des choses qu'on a faites avec eux. Là. On a fait beaucoup là, de prêts avec des lettres de crédit, sécurisées par des lettres de crédit pour acheter dans un autre État que la Floride. Il y avait une autre question, je crois. Oui, absolument. Bonjour. Oui, François. Oui, je voulais savoir, en fait, j'avais déjà préalablement un peu posé ma question plus tôt ce matin avant que tu arrives. Comment ça fonctionne pour quelqu'un qui veut acheter par le biais d'une nouvelle entité qui serait formée? Donc, par le biais d'une compagnie, là. En fin de compte, ce qu'on va faire, nous, vous allez être, c'est toi ou quelqu'un ou tu es avec un autre partenaire, va vous prendre comme co-emprunteur, vous allez au guarantor sur le prêt et on va mettre le titre de propriété au nom de votre nouvelle entité. C'est sûr que la nouvelle entité n'a pas d'expérience autant au Canada qu'aux États-Unis. Cependant, on va se baser sur vous comme tel pour sécuriser le prêt. Donc, vous allez être responsable personnellement, mais vu que vous avez une nouvelle compagnie. Donc, ça, on le fait, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent de mettre ça soit une compagnie canadienne ou une compagnie américaine. Donc, soit s'ils se créent une compagnie de management là, ou une compagnie une compagnie au Canada qui veulent qu'on mette ils veulent mettre pour des questions fiscales à cette propriété-là au Canada, on peut le faire. La seule chose que moi, je vais vous dire, que si vous voulez avoir un compte bancaire à cette compagnie-là canadienne, comme telle, il y a des frais un peu plus élevés parce que si c'est une compagnie canadienne qui n'a pas de EIN number, donc pas de numéro d'identification aux États-Unis, donc il y a un suivi plus important pour nous autres là, pour être réglementaire avec le gouvernement américain. Mais c'est possible de le faire, il n'y a pas de problème. J'en ai fait peut-être 4-5 encore le mois passé. J'ai fait beaucoup de transactions de 2 à 3 millions sur la côte ouest dans les 2 derniers mois. Des gens qui ont acheté des maisons de 3 millions, 2 millions, 1 million. Et bien souvent, c'était soit avec leur compagnie, soit avec leur compagnie de gestion. Mais je vous dirais que 90 le font à leur nom personnel, mais on a au moins un 10-15 ils le font au nom de compagnies, soit canadiennes ou américaines, ou des LLC. Les Canadiens peut-être pas recommandés, mais il y en a qui le font avec des LP, Limited Partnership, ou des LLP également. Okay, mais est-ce qu'on va être limité, mettons, est-ce que ça peut se faire par les ratios, comment dire, de l'entreprise, c'est-à-dire plus Oui. de ce qu'on achète et non pas nécessairement limité par les ratios de l'emprunteur? Non, en fin de compte, si acheter une propriété investissement, on va se baser beaucoup sur les revenus de location potentiels. Parfait. Donc, si on va demander un ratio debt service coverage, là, un ratio de service de la dette là, de 1,20. Donc, c'est sûr oui, vous allez être responsable, on va regarder vos revenus, on va nous demander vos rapports d'impôt des 2 dernières années, mais par contre, on va faire un cash flow. Et moi, quand je demande une évaluation, j'ai acheté une propriété investissement, je vais toujours demander une évaluation avec
income approach, dans l'approche des revenus, et aussi un operating statement. Donc, on va vous demander que ce que l'évaluateur fait, il nous donne une partie, là, un détail avec les coûts mensuels là, sur votre propriété également. Donc, c'est ce qu'on demande là, comme tel, mais effectivement, on va se baser beaucoup sur les revenus de location. Donc, c'est certain que si j'ai acheté 10 propriétés, je ne peux pas me baser juste sur vos salaires. Donc, il faut tenir compte des revenus de location. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Dernière question avec Chad, puis par la suite, on va enchaîner avec les témoignages de Guy Demers. Oui, bonjour. Oui, Daniel, la question que j'ai, c'est est-ce que vous faites aussi du multilogement de, Oui. disons, 15, 20, 25 portes? Oui, on en fait. C'est du cas par cas, mais j'en ai fait quelques-uns, moi, ici en Floride, effectivement. Okay. C'est certain que si vous me demandez un multilogement de 15 ou 20 unités à Saint Petersburg, dans le nord de la Floride ou dans sa côte ouest, peut-être je vais être plus demander un peu plus de comptant, mais si vous achetez dans le sud de la Floride ou même sur la côte ouest, à Orlando, je peux en faire. J'ai des clients que j'ai financés, écoute, des parcs là, de maisons, même à Orlando. J'ai un client que j'ai financé 37 propriétés à Orlando là, jusqu'à présent. Donc, il faut que j'y aille à tous les 2-3 mois. J'y aille vérifier. J'ai beaucoup d'investisseurs dans le secteur d'Orlando qui veulent acheter. Et oui, il y a quelqu'un, justement, je pense, qui est sur l'appel aujourd'hui, qui va poser la question hier sur les multilogements à Miami. Oui, on peut en faire. C'est du cas par cas. Je peux vous dire que, par contre, il faut que ce qui est important, c'est la qualité de la propriété. Si vous achetez une propriété qui demande extrêmement de rénovation à l'extérieur, mettons, sur la côte ouest ou dans le centre de la Floride, on va peut-être être plus réticent, on va avoir plus de restrictions un petit peu. On ne dira pas qu'on ne le fait pas, mais on va être, parce qu'il faut que je présente le dossier à mon comité également, quand c'est des dossiers de 650 000, 700 000 et plus. Donc, il faut que je puisse convaincre mon comité que ce dossier-là va être très bien pour nous autres. Mais, au fait, j'ai un parc immobilier au Canada, Oui. c'est une entreprise familiale et tout. Je pose la question parce qu'on aimerait comme voir si on peut étendre notre parc en Floride. Parce Oui. qu'en ce moment, on est en Québec. Je vous Donc, dirais est-ce que la méthode pour calculer les frais bancaires, c'est la même aux États-Unis? Oui, c'est la même chose. Je pense qu'aux 6 mois ici, chaque 6 mois, c'est périodique sur 6 mois, si je me rappelle bien. Non, en fin de compte, vous calculez votre versement hypothécaire? Pas le versement, mais la façon que it's compounded, comme ils disent, sur 6 mois. Non, c'est pas compounded ici. Semi-annuel, non. Non, contrairement, là, c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Il n'y a pas une grosse différence là, comme telle sur votre versement. Et nous, ce qu'on fait à chaque année aussi, ce qu'on demande quand vous êtes investisseur, on vous demande aussi une copie de votre tax return, votre rapport d'impôt américain, ce que vous déclarez, parce que par la loi, il faut établir une cote de risque sur chaque dossier. Et soyez pas surpris qu'à chaque année, on vous demande des renseignements là, par la loi. Donc, c'est pas bien compliqué. On vous demande d'envoyer soit votre REN roll, également votre tax return là, américain, et ça s'arrête là. OK. Donc, juste pour clore la question, aux États-Unis, ce n'est pas semi-annuel. Non. C'est quoi? C'est annuel? Annuel. OK. Annuel. OK. Ouais. OK. Merci, Charles. D'accord, merci. Donc, Daniel, ben écoute, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. C'était vraiment une très belle présentation. Bravo à toi. Avec l'horaire, on a déjà dépassé, donc on doit poursuivre. Merci encore pour ta présence à cet événement. Je peux juste peut-être donner, si les gens qui veulent me rejoindre, je peux donner mon numéro de téléphone cellulaire. C'est le 954-495-1442. Je répète, 954-495-1442, c'est mon cellulaire. Mon adresse courriel, daniel.dion@natbank.com. Donc, on n'est pas plus loin qu'un coup de téléphone ou
un courriel. Donc, on va vous répondre à vos questions là, très rapidement. Il y a plusieurs personnes qui te remercient dans le chat. Je pense que tu vas recevoir des appels ou des courriels bientôt. Ça va me faire plaisir. On est là pour aider nos clients canadiens. Écoute, aucune discrimination, ça peut être des clients de n'importe où dans le monde, mais effectivement, on a peut-être un petit parti pris pour nos clients canadiens. On est une filiale de la Banque nationale, donc, mais les gens ne sont pas obligés d'être un client de la Banque nationale pour faire affaire avec nous autres. Donc, on peut aider n'importe quel client là, partout dans le monde. Merci, Daniel. À bientôt. Ça me fait plaisir. Bonne présentation, mais merci encore de m'avoir invité là, à votre conférence de cette année. C'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Demers, c'est un investisseur en Floride depuis quelques années dans des condos Airbnb. Donc, Guy, si tu peux nous raconter ton premier achat, qu'est-ce que tu as acheté, en quelle année, à combien et un peu l'histoire autour de ça. Pas de problème, ça me fait plaisir. Merci, Nicolas, de l'invitation. Puis, bravo tout le monde de prendre un samedi juste avant les fêtes comme ça, d'être là. Je pense que c'est important. Nous autres, on est deux couples qui avons décidé d'investir en Floride. On a commencé ça en mai 2019, mais l'histoire commence plus avant, justement, suite à une formation donnée par, dans le temps, c'était Jacques, on était juste 8 à aller en Floride. Puis, on avait été suivre une formation. Puis, moi, j'allais là plus pour aider mes clients que pour investir personnellement. Je voulais être renseigné comme comptable puis d'être capable de vous assister dans ça. Puis, finalement, on a pogné la piqûre. Puis, la deuxième fois, on est allé la deuxième formation sur place. Puis, on a continué. Puis, ça a fait qu'on a investi en mai 2019. On a acheté 2 condos à Sunny Isle. Sunny Isle, pour vous donner une idée, c'est entre Fort Lauderdale et Miami. 25 minutes de chacun des aéroports. On est vraiment pas mal dans le milieu de ça. Et puis, c'est des condos d'une valeur d'à peu près 325 000 US par rapport à ça. Je pense qu'Yvan va s'amuser peut-être à partager quelques photos de notre petit coin de paradis. Ceux qui veulent le voir plus, ils iront sur Sunny Isle Beach Paradise, parce que pour nous autres, c'est notre paradis. Donc, on a un petit site là-dessus. C'est ça. On a acheté 2 condos dans l'édifice, le Frontenac. Puis, par la suite, en juillet 2020, on a racheté 2 autres. Un autre dans le Frontenac, mais un aussi sur le Marina Bay, où ce que vous voyez justement le canal, là. On est juste sur le bord du canal, au 10e étage. Là, on parle d'un condo de 520 000 US. Aujourd'hui, en vaut peut-être déjà 575 à peu près. Même si ça fait juste 1 an qu'on l'a acheté avec la pandémie et tout. Ça, c'est des vues des condos et tout ça. Et puis, en mai 2021, on en a racheté un 5e, pour vous dire. Donc, on aime bien ça. C'est tout loué Airbnb. C'est géré par ma conjointe Nathalie. Puis, ça peut tout se faire, comme disait, j'ai pris un petit peu en bride, même si je travaille la conférence d'aujourd'hui. Puis, Nicolas disait qu'il fait tout ça à distance. C'est effectivement le cas pour Nathalie. Tout se fait à distance, mais on travaille avec des gens qui sont là-bas. C'est important de se bâtir une équipe. C'est pour ça que nos condos sont tous ensemble. On en a 4 dans le même édifice, puis l'autre édifice est à 500 mètres à peu près de là. Et puis, ce qu'on fait, c'est ça, c'est d'avoir une équipe de ménage, un monsieur qui va faire les accueils. Les gens aiment bien être bien accueillis, aiment bien savoir comment ça fonctionne, me brancher sur l'Internet, etc. Fait qu'on a un monsieur qui va passer 1 heure avec eux autres pour les accueillir quand ils arrivent. Puis, aussi d'avoir votre équipe de professionnels. On travaille justement avec les gens de Rivard Assurance, où on a un excellent service. On travaille, nous autres, on avait mis au défi NatBank et Desjardins Bank. Dans notre cas, c'est Desjardins Bank qui sont arrivés en premier. Mais rien à redire non plus par rapport à NatBank. C'est deux bonnes institutions. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on travaille toujours en français. Fait que, empêchez-vous pas de le faire pour la langue et tout ça. Les gens chez Desjardins Bank, chez NatBank, les avocats avec qui on travaille là-bas, la comptable, Mme Marcoux, c'est tous des gens qui nous parlent en français et qui nous connaissent. Donc, c'est facile puis c'est agréable. Je ne peux pas dire autre chose par rapport à ça. C'est vraiment agréable. Puis moi, ce que je voulais à l'époque, quand on a choisi ça, nous 4, là, dans le fond, les 2 couples, c'est qu'on ne voulait pas que la Floride soit une fin en soi, dans le sens qu'on
On voulait quelque chose de rentable qui se paye tout seul, puis que si je veux aller en vacances ailleurs, mais je n'ai pas juste à aller en Floride parce que j'ai des condos en Floride. Je veux aller en Europe, je veux aller partout à travers le monde, je peux y aller pareil parce que mes condos ne sont pas fatigants, ils se payent tout seuls. J'ai les moyens de me payer d'autres vacances ailleurs. C'est ça qui est le fun, c'est de faire des investissements. C'est sûr qu'en condo, ce qu'il faut regarder, ce qui est important, c'est de regarder les fonds de réserve. Hein, on ne se le cachera pas. Si on achète des condos à 325 000 et à 525 000, comme on l'a fait et tout ça, si les fonds de réserve sont à terre, on peut avoir des surprises. Puis là-dessus, nous autres, vous voyez, le condo de 520 000, il y a un fonds de réserve d'1 million, pour vous donner une idée. Puis il s'autosuffit largement. Fait qu'on n'a pas de difficulté en lien avec ça. Oui, ça coûte quand même 450$ par mois, le frais de condo, mais tout est rentable. Pour vous donner une idée, quand on a commencé Airbnb, nous autres, avant ça, c'était la loi des Québécois uniquement. Puis avec la pandémie, on n'a pas eu le choix de revirer de bord et de dire qu'est-ce qu'on fait. Sinon, on va avoir nos obligations à payer 4 condos à l'époque. Le 5e est arrivé en mai cette année. 4 condos à supporter pendant un an qui sont vides parce qu'il n'y a pas de Québécois dedans. Fait que c'est là qu'on s'est relancé vers Airbnb. Oui, toutes les choses d'aller chercher des accréditations via la ville, via le county, via le fédéral pour être légal là-dedans. Puis par la suite, veut pas, ce que ça permet, c'est que ça nous permet de louer. Pour vous dire, là, à partir du 15 décembre, où les comptes de banque étaient vides l'année passée, puis on avait 4 comptes de taxes municipales à payer qui représentaient 20 000 US, bien, du 15 décembre au 31 mars, on a fait tous les paiements, puis on a ramassé le 20 000 de côté pour être capable de payer les taxes municipales. Puis, à partir du 1er avril, les comptes ont vidé. Malgré l'été, on a réussi à louer, à remplir pas mal tout l'été. Puis aujourd'hui, on a à peu près 30 000 dans le compte, puis les 4 comptes de taxes sont payés. Il n'en reste plus rien qu'un à payer, qu'on va profiter du rabais en décembre. Parce que, comme la NatBank disait tantôt, il y a un rabais. Hein? Si on paye en novembre, au lieu de payer au 31 mars, un rabais de 4 fait que sur 20 000 $, c'est quand même 800 $ US. Fait que ça vaut à peine. Puis l'autre suggestion que je peux vous faire aussi pour vos mises de fonds, on est contraint ici au Québec, au Canada, du fameux taux de change. Hein? On ne se le cachera pas. J'ai acheté dans des bas tout ce que c'était à 25 % mais il y a une année que c'était rendu à 40 %. Fait que nous, ce qu'on a fait pour contrer ça, c'est que je me suis fait ouvrir une marge de crédit à mon CDE, une marge de crédit US. Fait que je transige en US, du US, puis je suis payé par des locataires qui me payent en US. Et je n'ai pas d'effet de taux de change. Je n'ai pas de perte relativement à ça. Si le taux de change grimpe demain matin à 40 % ça ne me coûte pas plus cher. Je suis toujours en dollars US. Fait que d'aller s'ouvrir une marge de crédit US sur votre crédit ici, oui, c'est possible. Les institutions bancaires le font. Puis vous allez sauver énormément parce que vous n'avez pas la surprise du taux de change pour faire votre achat. Et si la mise de fonds est de 100 000 US, bien, ça vous coûte 100 000, ça ne vous en coûte pas 125, 130, 140. Donc, ça peut être bien intéressant pour vous aider par rapport à ça. C'est sûr que pour garantir la marge de crédit, ils vont vous demander une garantie peut-être de 150 000, mais ils vont vous autoriser quand même votre marge de crédit à 100, 125 000, 200 000 US selon votre crédit, selon vos capacités. Fait que ça évite d'avoir des taux de change, puis ça rend l'investissement plus facile. Ça permet d'être rapide aussi quand on fait une promesse d'achat. Des fois, ça peut être une façon plus rapide. Effectivement, c'est là que ça nous permet de profiter d'opportunités qui sont intéressantes. Puis il faut, un peu comme ici, il faut être patient. Pour vous donner une idée, on a acheté un au mois de mai. Là, on avait commencé en décembre à discuter avec la personne, mais au mois de mai, on sait que les Québécois veulent revenir. Donc là, il était tout d'un coup plus négociable. Le prix est passé de 320 000 US à 295 000 US, c'est le condo. Là. On a réussi à le faire baisser de 25 000. Puis l'évaluation, elle sortait plus haute pareil. Là. Donc, des fois, il faut être patient, il faut être opportuniste à ce niveau-là. On sait que nos Québécois veulent revenir au Québec en avril, dans la saison des impôts, etc. Donc, des fois, c'est là que les prix vont baisser. Au début de la saison, ils disent « Ah, je vais trouver d'autres acheteurs si toi, tu ne veux pas m'acheter, etc. » Donc, c'est de la négociation comme au Québec. C'est le même type d'investissement. Puis, c'est sûr que, je vous dirais, dans les condos de 300 000, des fois, le défi qu'on a, c'est un peu la fameuse FIRPA. Vous allez voir peut-être avec le fiscaliste cet après-midi. C'est un impôt, c'est une taxe, dans le fond, c'est un impôt retenu lors de la vente
qui fait que des fois, les gens vont vouloir vendre, exemple, 320 000, mais vont dire on vend 295 000 plus 25 000 de meubles. Fait qu'on vient de vendre 320 000 de condo. C'est sûr que quand vous allez arriver pour financer le condo, il va être finançable juste sur 295 et non pas sur 320. Fait qu'il y a un 25 000 que vous allez supporter de plus. Ça, on a ce défi-là quand on est autour de 300 parce que la FIRPA commence à ça. Quand on est rendu dans un condo de 500 000, dans des maisons de 2, 3, 4 millions comme Nicolas, ils ne vivent pas ça parce qu'anyway, ils sont pris avec la FIRPA. Fait qu'ils en sont conscients, ils vivent bien avec ça. Mais nous autres, ils trafiquent encore pour essayer de l'éviter. Fait que là, ils nous mettent ça. Fait que ça fait des fois un investissement un peu plus élevé. Mais je vous dirais que où est-ce qu'on est là, entre autres, là, les condos se vendent de plus en plus à 3,40, 3,50. Là, ça commence, là, on va franchir le cap. Fait qu'on ne pourra plus mettre 55 000 de meubles, etc. Fait que là, on va franchir le cap que la FIRPA va passer aux côtés. Puis là, la valeur va monter. Ça va être plus facile d'aller chercher d'autres fonds puis d'avoir nos investissements grimpés encore plus rapidement. Parce que comme je vous disais, mon condo de 520 000, lui, a grimpé plus vite que mes condos de 300 000. Par contre, je vous dirais qu'en location, je loue quasiment aussi cher ceux de 300 que celui de 500. Donc, mes 300 000 sont un petit peu plus rentables. Mais pour nous autres qui peuvent y aller, ben, c'est toujours plus agréable d'être sur le bord du canal au 10e étage où on voit aussi la mer puis toute l'équipe de l'autre côté parce qu'on est plus haut que les autres immeubles. Fait que c'est ça. Ça dépend des choix, de ce que vous recherchez, mais c'est agréable. C'est des beaux investissements. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je pense que c'est assez complet comme présentation. On connaît le formateur ici. Désolé, c'est une déformation professionnelle, puis c'est une passion. C'est facile d'y aller. Bon, mais il y a une question. Loïc? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une petite question par rapport justement aux voisins et aux réglementations Airbnb, vu que c'est des condos. Ici, au Québec, en général, ils n'aiment pas trop ça. Mais est-ce qu'il y a une association du condo qui met des règles strictes pour les locations court terme ou non? C'est pas mal ouvert et du moment que tu as ton permis à la ville, les gens autour de toi, ils ne peuvent pas dire grand-chose. Je te dirais que c'est du cas par cas, Loïc, parce que ça dépend des associations, justement. On a nous autres, dans l'édifice de Frontenac, on est comme limité, mettons, à idéalement pas faire en bas de 3 semaines. Mais je te dirais que là, à des Québécois, on loue un mois et demi, puis même à des gens de l'Argentine, cet été, on louait ça 3 semaines, 1 mois. Donc, c'est quand même facile par rapport à ça. Mais c'est plus bas que ça, ils ont toléré pendant la pandémie parce qu'ils étaient conscients que les gens avaient peut-être de la misère. Fait ils ont accepté une semaine, 2 semaines à quelques reprises et tout ça. Mais en bas de 3 semaines, on a tendance à se faire frotter les oreilles. Au-dessus de ça, aucun problème. L'autre chose, puis dans l'autre condo de 520 000, bien, lui, c'est un condo-hôtel. Lui, je pourrais louer à la nuit. Fait que mon association me permet ça. J'ai aucun problème par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépend des associations. Faites attention à ça. Allez voir ça. Moi, je tenais à ne pas être dans un 55 ans et plus parce que je voulais en profiter. Et puis, je voulais que mes enfants en profitent, tout le monde en profite. Je ne voulais pas de limitation là-dessus. Donc, pour moi, c'était une condition. Oui, c'est plus cher. Tu sais, je prends comme Patrick ce matin, il y avait des choses qui étaient moins dispendieux, qui étaient dans une association. Il y a moyen de contourner. Mais nous autres, on a une facilité de location plus grande par rapport à ça. Puis pour moi, ça avait une certaine importance face à mes investisseurs. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Michel. Oui, merci de la présentation, c'est très gentil. Je me demandais à votre équipe de ménage puis d'accueil, tout ça, vous mettez ça en place comment? C'est-tu par Internet, on trouve des gens ou? C'est des contacts qu'on avait là-bas. Je te dirais que quand on a acheté nos condos, les premiers condos, il y avait un monsieur là-bas qui était assez âgé, qui a déjà géré dans l'édifice en question. Nous autres, l'édifice a 71 condos. Il en avait déjà géré jusqu'à une quarantaine. Puis c'est lui qui nous a mis en contact avec des gens là-bas. Puis avec le temps, bien aussi, ma conjointe est allée passer du temps là-bas, a connu des gens. Et puis, c'est là qu'on a... Puis on a changé une fois au niveau de la personne de ménage. Au niveau de notre personne d'accueil, c'est un monsieur, c'est un Québécois qui est rendu à 65 ans, mais que ça fait 29 ans qu'il est là et qui va accueillir les gens. Donc, c'est ça. C'est des contacts, c'est le bouche-à-oreille. Puis comme tu as dit, il y a beaucoup de Québécois. Fait que c'est quand même facile de parler aux autres autour puis de dire c'est qui.
Puis là, ben, on rencontre ces gens-là, puis on regarde s'il y a un fit, puis s'il y a une connexion en lien avec ça. Ouais. OK. Puis ça coûte quoi à peu près le ménage? Puis vois-tu, nous autres, c'est des condos là, de 2 chambres, 2 salles de bain, OK. de 1250 pieds carrés, puis c'est à peu près 125 US le ménage. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on facture, dans le fond, mettons notre condo, vous avez vu tantôt les photos, à peu près à 1100 pièces US par semaine. Puis on dit aux gens, ben, par-dessus ça, rajouter 50 pièces pour l'accueil, puis 125 pièces pour le ménage à la fin. Fait que les gens nous donnent ce montant-là. Puis bien souvent, la technique, c'est de dire, mettez 125 pièces dans le micro-ondes, puis la femme de ménage va le prendre. Okay. C'est comme ça qu'on fonctionne. Elle arrive, elle va voir dans le micro-ondes, son argent est là, elle fait son ménage, puis elle est repartie quelques heures après. Puis comme gestionnaire, toi, tu ne retournes pas voir entre les locataires? Non, ben, c'est une confiance qu'on a établie avec le temps. Si elle arrive, la femme de ménage, puis tout est à l'envers, il y a des choses de brisées, elle va prendre des photos, elle va nous en envoyer, on va communiquer avec Airbnb, les anciens locataires, etc. Un peu comme ici au Québec, nous autres, on a 5 condos ici en centre-ville de Québec, puis c'est la même chose, tu communiques avec Airbnb, puis eux autres aussi, là, ils ont des critiques, on va donner une note, on donne des choses, donc tout le monde est dans l'intérêt que ça se passe bien. Puis l'hiver, ben là, présentement, là, on loue à des Québécois. Là, ça, c'est facile parce que les Québécois veulent revenir l'année prochaine. Donc, tu pourrais quasiment manger à terre quand la madame part. Le ménage est plus facile à faire. Elle aime mieux ça que quand on loue l'hiver passé à des Airbnb aux États-Unis. Des fois, c'est le monsieur de 70 ans qui revisse la porte parce qu'il veut être sûr qu'on va dire oui pour l'année prochaine. Fait que c'est quand même, ça se passe toujours bien. C'est agréable. Ouais. Formidable. Merci beaucoup. Merci. On doit enchaîner avec la prochaine présentatrice. Guy, je t'inviterais, si tu pouvais envoyer dans le chat ton adresse courriel, parce que j'ai vu qu'il y a Yvan qui a une question pour toi, il y a Chad aussi. Donc, s'ils pouvaient t'envoyer leurs questions par courriel, ça serait génial. Pas de problème. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas de problème. Super. Je vais mettre l'adresse courriel, puis aussi, Guy Demers sur Messenger ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas. Là. Sur le site du club, je suis là en masse. Donc, je vous souhaite une belle Chad journée. Et Yvan, pardon? Je vous souhaite une belle journée, puis merci beaucoup de m'avoir permis le petit témoignage. Ça fait plaisir, merci. Très Merci. belle présentation, encore une fois. Belle formation à vous autres. Bye-bye. Merci. Donc, on va enchaîner avec Linda. Linda Faye, qui est courtière sur la côte Est. Bonjour, mon nom est Linda Faye. Je suis courtière ici en Floride depuis 16 ans. Majoritairement travaillant avec des Québécois, naturellement, parce que c'est mon marché. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais y aller vaguement, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu la base du contrat, pour pas que vous ayez de problème là, en oubliant des clauses. Il y a des petites clauses, des fois, qui ont l'air niaiseuses, mais qui sont importantes. Je vais vous expliquer un peu. Le contrat pour la Floride, c'est standard. La seule différence, c'est qu'il y a les 5 premières pages, il y a des petits X à mettre et des détails qui sont bien importants pour pas que vous arriviez et que vous ayez oublié des détails. Fait que si vous regardez au début, là, les contrats ici, c'est fait as is, tel quel, avec le droit de faire des inspections. Donc, c'est toujours as is. Fait qu'une fois que le contrat est fait, une fois qu'on est sorti du contrat, il n'y a plus de responsabilité du vendeur. Si vous allez au point 1A, dans le point 1, vous avez l'adresse. Vous avez aussi la location. Si c'est dans Palm Beach, dans Broward, dépendamment du comté, vous avez le numéro de taxe qui doit être là et la description légale. La description légale, c'est important parce que des fois, si vous faites une offre d'achat, il ne faut pas que vous vous retrouviez avec un terrain vacant. Là. Fait que le numéro est très, très, très important. Dans la clause D, ça dit que tout ce qui est attaché au condo est inclus dans la vente. Mais si vous regardez la liste, les électroménagers sont inclus. C'est toujours inclus ici. Le seul détail, c'est que les laveuses et sécheuses ne sont jamais dans cette clause-là. Donc, c'est pour ça que moi, j'ajoute toujours tous les électros, incluant les laveuses sécheuses. Naturellement, s'il y en a dans le condo. Là, mais c'est important de le mettre parce qu'il n'est pas inclus ici. Donc, vous pouvez arriver une journée, puis quand vous allez faire le closing, puis il n'y aura plus de laveuse sécheuse dans le condo. Donc, c'est important pour vous de vous protéger avec ça. Au point 2, on arrive avec l'offre d'achat.
On fait l'offre d'achat, le prix est là. Les dépôts, dépendamment du prix d'achat, habituellement, ils vont vous demander entre 5 et 10 de dépôt. Et vous avez comme 3 jours pour donner votre dépôt. C'est 3 jours à partir de la date d'exécution. Autrement dit, à partir de la date où tout le monde a signé le contrat. Donc, vous avez votre dépôt ici. Si vous payez cash, ce n'est pas compliqué, ça va s'en aller directement dans le bas et on va dire la balance, on va dire 180 000 pour le closing. Mais si vous faites du financement, écrivez pas le montant du financement, écrivez le pourcentage. Donc, si jamais vous avez une contre-offre, vous n'êtes pas obligé de tout refaire. Ça reste quand même à 75 80 M. Dion disait que maintenant, il finance à 80 donc c'est une bonne nouvelle. Mais écrivez le montant du financement, mais le montant en pourcentage. Time for acceptance, c'est le délai que vous donnez au vendeur pour vous répondre. Si on va dire que vous avez mis le 12, moi j'ai mis le 12 décembre ici, on va dire qu'eux, ils vous retournent le contrat demain, le 12, mais que vous signez le 13, l'acceptation. Il faut que cette date-là soit changée. Parce que si eux ont reçu une autre offre, puis s'ils disent que vous aviez jusqu'au 12 et vous avez signé le 13, c'est une raison valable pour le vendeur de canceller votre vente et de prendre une autre offre. C'est un peu touché, mais c'est vraiment, vraiment important. Si on va sur la page 2, on a la date du closing qui est ici. Les closings, si vous payez cash, habituellement, c'est 3 à 4 semaines. Mais si vous prenez du financement, là, mettez un bon 45 jours pour vous protéger, puis vous donnez le temps là, de pouvoir faire votre financement. Après ça, on va aller, si la propriété, le numéro 6, l'occupation, la possession. Si la propriété est louée, c'est important que ce que la title company va faire, c'est qu'elle va envoyer une lettre au locataire, puis elle va lui demander combien il paye par mois. Est-ce que payer des mois en avance? Est-ce que donner un dépôt de sécurité? Vous voulez le savoir parce que si vous ne le savez pas, peut-être que le vendeur va arriver et va vous dire, OK, le locataire est là, je n'ai pas de dépôt de sécurité. Puis quand le locataire va partir, il va dire, bien moi, je veux que mon dépôt soit remboursé. Et si ça ne vous a pas été remis au closing, bien, c'est peut-être une petite surprise qui pourrait vous arriver. Ensuite, le numéro 7. Je ne l'ai pas mis en jaune, là, mais c'est important pour vous. Si vous remarquez, il y a 3 places. Vous pouvez acheter puis dire, moi, j'achète à mon nom, c'est officiel, moi puis ma conjointe ou ma compagnie ou quoi que ce soit du genre. Si vous mettez votre X là, dans le dernier ici à la fin, là, vous ne pouvez pas changer les noms sur le contrat une fois qu'il va être accepté. Si vous dites « je veux le mettre au nom de ma compagnie », ils ont le droit de vous refuser. Donc, toujours vous assurer, quand vous n'êtes pas certaine de la façon que vous voulez prendre les titres, toujours prendre le deuxième. Le premier, il n'y a pas un agent d'immeuble ou un vendeur qui va l'accepter. Mais le deuxième, oui. Parce que le premier, ce que ça dit, c'est moi, je peux revendre la propriété, je peux donner le contrat demain matin à quelqu'un d'autre, puis je ne suis plus responsable de cet achat-là. Il n'y a pas un vendeur ou un acheteur ou un agent qui va accepter ça de son client. Donc, on met toujours celui-là qui dit qu'on peut assigner le contrat à quelqu'un d'autre, mais qu'on demeure responsable de l'achat. Donc, si jamais vous le mettez au nom de la compagnie, vous ne pouvez pas dire « Ah, ben c'est pas moi, c'est la compagnie ». Vous en êtes responsable. Le numéro 8, c'est le financement. Si vous payez cash, ce n'est pas un problème. Vous mettez un petit crochet dans le cash, tout va bien aller. Mais si vous faites du financement, ici, ils disent, si vous regardez, moi, j'ai mis 45. C'est la meilleure méthode de mettre 45 jours parce que les banques présentement sont surchargées. Ils sont très occupés. On a de la misère avec les évaluations parce que les évaluateurs sont très occupés aussi. Fait qu'en mettant 45 jours, c'est ce que les banques demandent présentement. Vous êtes protégé de ce 30 jours-là. Parce que si vous n'avez pas eu de nouvelles de la banque là, au jour 40, on va y aller avec le 30 jours. Si vous n'avez pas eu de nouvelles de la banque au jour 30 jours, là,
jour 31, il est trop tard pour dire au client la banque n'a pas accepté mon offre ou n'a pas accepté de me financer. Quand vous avez mis votre dépôt, là, il faut que vous le protégez. Puis pour le protéger, à la fin, je vais vous montrer, j'ai un formulaire que je me sers avec toutes les dates, tout le nombre de jours qui vous permet de vous protéger puis de suivre votre dossier pour pas que vous arrive un petit malheur, que vous arrivez là puis vous êtes rendu au jour 31. Eux autres, ils assument que vous avez eu votre hypothèque. C'est assumé directement là. Donc, il faut faire attention à ça. D'écrire si c'est conventionnel ou FHA. FHA, VA, ça ne s'applique pas aux Canadiens, ça va s'appliquer aux Américains. Nous, ici, c'est toujours conventionnel. On va aller à la page 3. Les closing costs. Si on va au numéro 9, ce que ça dit, c'est qui paye quoi. Chacun a ses frais. Le vendeur a des frais, l'acheteur a des frais. La seule place où ça joue, c'est si vous allez dans le comté de Palm Beach où le vendeur est responsable pour la majorité des frais. Mais que vous alliez à Broward ou à Miami, chacun paye ses frais. Puis vous avez un peu les descriptifs là, de qu'est-ce que ça coûte, si vous avez une hypothèque ou pas d'hypothèque. Mais des fois, les gens disent « Ah, j'ai trouvé un condo, puis le monsieur m'a dit que j'étais responsable de payer les frais d'avocat. » C'est une décision du vendeur parce que par la loi, c'est chacun a ses propres frais. Comme voyez-vous ici, là, si on s'en va à la suite de la clause 9, si on va sur l'autre diapo, ça le dit ici. Palm Beach, je vais dire que c'est le vendeur qui choisit la compagnie de titre et qui paye pour le title policy et tous les title policy, c'est l'assurance titre, comme quoi la propriété est claire de toute dette. Mais nous, on y va toujours avec Miami, Broward, parce que c'est ici, ça dit que les dépenses sont pour chacun. Ensuite, Home Warranty. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai mis en jaune. Habituellement, je n'en parle pas beaucoup parce que nous autres, en tant que vendeurs ou acheteurs, il n'y a jamais de garantie sur les propriétés qu'on achète. Là, je sais que la plupart d'entre vous, ils parlent plus d'investissement que de revente. Mais des fois, on revend une propriété, puis lors des inspections, on découvre que l'air conditionné a plus de 10 ans et qu'il y a des choses que les gens ne sont pas d'accord avec. Vous pouvez offrir à l'acheteur une garantie. Ça s'appelle un home warranty. Ça coûte peut-être 300 à 400 $. Des fois, l'acheteur va vous demander 4 000 $ pour un air conditionné. Vous lui dites, moi, je ne vais pas changer l'air conditionné, mais je vous offre une garantie que si jamais il y a quelque chose qui brise pendant 1 an, bien, vous appelez cette compagnie-là, puis ils viennent faire les réparations. Ça coûte peut-être 300 à 400 $ pour 1 an. Puis ça évite beaucoup de problèmes, puis être obligé de faire des réductions de prix. Spécial assessment, les gens sont souvent concernés par ça. Ce n'est pas des assessements qui sont reliés à la propriété, c'est les assessements qui sont reliés à la ville. Un peu plus loin, tantôt, je vais vous parler des assessements qui sont reliés à une propriété. Mais ici, dans le contrat, c'est la ville. Si on fait les chemins, si on décide de changer le système électrique, il y a un assessment, c'est inclus dans vos taxes, mais c'est les assessements de la ville. Ce n'est pas ceux-là de la... Les disclosures, il y en a plusieurs. On rentre dans une phase où c'est qu'on va toujours parler de qu'est-ce qui est la responsabilité de la title company de faire son travail. La dernière clause importante que vous allez voir dans votre dossier, où ce que je dis toujours qu'il y a des X et des choses à mettre, c'est les inspections. Vous avez, quand vous achetez une propriété, vous allez dire, OK, je veux avoir 7 jours, 10 jours pour faire des inspections. OK, je vais recommencer, je vais le dire autrement. Quand je vous ai dit tantôt que le contrat, c'était as-is avec le droit de faire des inspections, c'est ici que la clause des inspections arrive. Ce que ça dit, c'est que vous pouvez faire des inspections et s'il y a des problèmes, puis vous ne venez pas à bout de vous entendre avec le vendeur pour les réparations, les choses comme ça, vous avez le droit de sortir du dossier et récupérer votre dépôt.
On va dire s'il y avait, mettons, 10 000 de réparation, puis le vendeur ne veut pas les faire, bien, vous avez le droit ici de dire, moi, je ne suis pas satisfait, je lui envoie une lettre, puis vous lui dites, je veux me retirer du dossier. À ce moment-là, votre dépôt vous est remis. La petite clause, c'est un petit peu trop vite. La petite clause ici, je vais vous l'expliquer à la dernière page parce qu'il y a toujours une phrase que moi j'inclus. Ici, ce que ça dit, c'est si jamais il y a des violations, des problèmes avec l'unité, des liens, vous en êtes responsable. Moi, à la clause 20 que j'ai marquée ici, je mets une autre petite phrase qui va tout régler ces choses-là parce que vous ne voulez pas être responsable de ça, parce que ça peut vous provoquer des frais et beaucoup de frais. Là, on est à la page 5. La page, je suis courtier, hein? De la page 6 à la page 11, il n'y a pas rien de spécial. C'est tout le travail de la compagnie de titres, de s'assurer qu'il n'y a pas de dette, de faire la recherche sur les titres et tout. Donc, il n'y a pas rien de particulier là, à vraiment vérifier. À la page, on est rendu à la page 11, les addenda. Quand vous achetez une propriété dans une communauté, vous avez des règles à respecter, puis on est obligé d'ajouter les addenda pour vous aviser que c'est un condo, que si vous avez du financement, vous voulez vous assurer que la propriété va évaluer au montant d'achat. Puis toutes ces petites addenda-là, c'est des choses qu'on peut rajouter, puis en les mettant ici, ils deviennent partie intégrante du dossier. Fait qu'on arrive à la clause 20 que je vous parlais. Si vous regardez, là, j'ai marqué que le vendeur est responsable pour fermer tous les permis, de tout régler les problèmes qu'il pourrait y avoir avec la ville. Je vais vous donner un exemple qui est bien concret puis qui est bien clair. Vous changez votre tank à eau chaude avec un permis, tout ça. Là, 8 ans plus tard, vous voulez vendre, puis ils disent « Ah, il y a un permis d'ouvert à la ville parce que vous avez changé votre réservoir d'eau chaude il y a 8 ans. » Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut demander une nouvelle demande de permis, faire inspecter la tank à eau chaude pour être capable de fermer le permis. Bien, guess what? 8 ans plus tard, là, il y a des grosses chances que les règles pour les codes ont changé. Ça m'est arrivé récemment. J'ai un client qui avait une tank à eau chaude, 8 ans, en excellentes conditions, mais tout le système électrique avait été modifié par la ville. Le code avait changé. Donc, il a fallu qu'il change la tank à eau chaude, qu'il fasse faire toute la plomberie selon les nouvelles normes. Ça lui a coûté 800 $, là, ça. C'était pas prévu. Lui, sa tank à eau chaude était très, très bonne, mais la tank à eau chaude avait 8 ans. Puis ici, bien, la durée de vie d'un réservoir à eau chaude, bien, c'est 10 ans. Donc, l'acheteur a demandé à ce qu'il y en ait un nouveau d'installer. Fait que c'est pour ça que je mets toujours cette clause-là. Comme ça protège le vendeur. Parce que si c'est pas là, à la clause 5 que je vous ai montré tout à l'heure, bien, vous en êtes responsable de ça. Vous achetez tel quel. Ici, ça, c'est pour le FERTA, mais on n'ira pas dans ce sujet-là. Si vous voulez parler du FERTA, je pourrais vous aider à ce moment-là. Après ça, ce qu'on demande aux vendeurs souvent, c'est de nous fournir une déclaration du propriétaire. Comme ça, si jamais, compte tenu que vous achetez Aziz, si jamais il y a eu un vice caché, bien, le fait d'avoir un seller disclosure, ça vous protège un peu. Parce que si la personne n'a pas dit la vérité sur le seller disclosure, ça vous donne le droit un peu plus de revenir. Mais je vais vous dire, en Floride, il faut être attelé pour revenir sur les vices cachés. Ça, c'est la fin du contrat. Je vais vous parler d'addenda. Tantôt, je parlais des addenda qui étaient inclus dans un condo. Quand vous achetez un condo, il y a des lois à respecter, il y a des frais de condo, il y a des assessements qui peuvent arriver. C'est tout dans ce document-là qu'on les voit. Premièrement, quand on achète un condo, il faut se faire approuver par l'association. Donc, vous devez remplir une application.
ils vont vous demander, ils vont vérifier. Je ne vais pas dire ce qu'ils vont vous demander parce que des fois, il peut y en avoir beaucoup. Ils vont vérifier votre code de crédit. Ils veulent s'assurer que vous avez les moyens puis que vous êtes un bon payeur. Ils vont vérifier votre criminal background, votre dossier criminel pour s'assurer que vous n'êtes pas un dealer de drogue. Ils vont s'assurer de ça. Puis ils vont s'assurer aussi que si jamais il devait avoir des assessements, que vous allez avoir la capacité de les payer. Ici, voyez-vous, les filles et assessements, ce que ça dit, c'est qu'est-ce que ça coûte par mois pour vivre dans le condo. Si ce montant-là change, le vendeur doit vous en aviser le plus tôt possible parce que si vous arrivez au closing puis les frais sont 600 $, ça vous donne le droit là, de réclamer quelque chose. Si on va en C, spécial assessment, quand je vous ai parlé tantôt, la clause, celui qui était pour la ville. Ici, ce que ça dit, c'est si jamais il devait avoir des rénovations qui sont faites sur le condo ou qui vont être faites, la minute que la facture a été envoyée au vendeur, que les travaux soient exécutés ou non, parce que là, souvent, ça devient un argument, que ça soit complété, que ça ne soit pas complété, que ça soit prévu dans 6 mois, si le vendeur en a reçu la facture, il est responsable de le payer. Souvent, on va voir là, quand ils commencent à jouer là, dans les budgets ou dans un building, les gens vont se mettre à vendre puis ils ne vont pas vouloir déclarer qu'il y a des assessements qui s'en viennent. Mais ça, ici, cette clause-là, elle vous protège. Puis si c'est marqué ici, si il n'y a pas de X, là, ben c'est just too bad, hein, parce que ça s'en va à l'acheteur et vous allez en être responsable. Des fois, les montants peuvent être assez exorbitants. Condodoc, ce que je parlais tout à l'heure des documents de copropriété, il y a les lois et règlements, les états financiers, les questions et réponses. Tous ces documents-là doivent vous être remis. Puis quand ils vous sont remis, vous avez 3 jours, excluant les fins de semaine. Quand je dis 3 jours, là, attendez pas au jour 4 pour dire que vous n'êtes pas satisfait du budget. C'est un peu comme les inspections tantôt, il est trop tard. Fait que c'est pour ça que je m'organise toujours pour essayer de les avoir la fin de semaine. Donc, ça nous donne un petit peu plus de temps. Mais ça, c'est 3 jours. Vous avez 3 jours pour regarder le budget. Vous n'avez pas plus long. Toujours s'assurer aussi qu'on va écrire là, que vous voulez les documents, c'est que vous les exigez. Ici, en 8, on parle du parking space. Le numéro de stationnement, si vous êtes capable de l'avoir, c'est une excellente idée, à moins qu'ils vous disent non, c'est le board qui vont vous donner votre numéro de stationnement. Parce que si le stationnement est relié à l'appartement, vous ne voulez pas qu'il soit changé ici. Moi, j'ai déjà vu un stationnement juste à côté de la porte. La journée du closing se ramasser dans le fond du parking parce que la madame sur le board avait décidé qu'elle voulait l'avoir à cet espace-là. Puis on a essayé de se battre, on a tout fait pour se battre, on n'a jamais été capable de récupérer le stationnement à côté de l'entrée principale. S'il y a un storage, c'est important de l'écrire aussi. Quand je parle de storage qui vous appartient, qui est pour votre unité. C'est important de l'écrire là aussi. Puis ici, il y a parking space, mais si c'est un garage, vous voulez aussi la même chose. Si vous ne mettez pas que vous avez un garage, bien peut-être que votre stationnement va être à l'extérieur, puis il ne sera plus à l'intérieur du garage, parce qu'ils vont l'avoir donné à quelqu'un d'autre. C'est des petits détails, mais c'est quand même des détails importants parce que quand la chicane pogne, puis qu'on n'est plus capable de revenir en arrière, c'est le contrat qui prévaut. Puis si dans le contrat, c'est fait comme ça, bien, au moins, vous êtes protégé. Si on le met ici, puis que le board il dit non, c'est nous autres qui décident où il y a le stationnement, bien, à ce moment-là, c'est différent. OK. Appraisal contingency. Je vous le disais tantôt, si vous achetez un condo, vous payez 250 000, puis vous le financez à 75 %. Vous voulez absolument être sûr que vous allez financer à 75, que vous ne serez pas obligé de financer à 80-85.
ici, dans le contrat, c'est toujours de mettre l'addendum. Parce que si le condo n'appraise pas, puis vous n'avez pas mis cette clause-là, ben, si le condo arrive puis à 250, puis vous avez mis 75 de financement, ou vous avez mis un certain down payment, ben, le vendeur peut dire, ben, moi, ça ne me dérange pas, mais il faut que tu viennes avec la différence. On ne peut pas rien faire. La banque, elle va dire non, nous autres, on ne passe pas plus, puis on va passer sur l'évaluation. Je sais qu'au Québec, quand vous êtes approuvé pour un montant, ce problème-là ne se présente pas. Mais ici, si le condo, vous avez fait une offre à 250, puis il évalue à 200 000 ou 225 pour être plus réaliste, la banque, elle ne dira pas « Ah, OK, parfait, on va te passer quand même sur 250 ». Non, la banque va dire « Nous autres, on passe sur 225 ». Donc, le 25 000 de différence, il faut que vous le sortiez de votre poche. Ça, ce n'est pas toujours plaisant. Des fois, la banque va dire « OK, au lieu de te passer à 75, on va te passer à 80 ». Mais il y a quand même une différence. Fait que vous allez être obligé de venir avec la différence. Tandis que si vous mettez l'évaluation, la condition, bien, ça vous permet de dire, si vous n'êtes pas capable de vous entendre avec le vendeur, ça vous permet de dire, bien, moi, je suis désolé, je suis obligé de me retirer. Ça, c'est un Linda, peu... Oui? Linda, on a une question d'Alexis Girard. Oui? Yes, j'avais une petite question. Concernant le dépôt cash après PA accepté, s'il y a une clause d'inspection, est-ce que le dépôt cash s'en va directement au vendeur ou il s'en va en fidéicule? Non. Ça s'en va toujours dans un compte trust. OK, parfait. Oui. On ne donne jamais d'argent aux vendeurs, nous autres. Non, ça va toujours dans des comptes sécurisés. OK, merci. Oui. Une autre question de Étienne Bisson. Oui, pendant qu'on parle de dépôt, j'ai juste confirmé le dépôt qui va être donné, est-ce que ça a un impact en fait sur la mise de fonds qu'on donne à la banque? Ben, si vous donnez 5 ou 10 puis que votre financement est à 75, vous allez devoir venir au closing. Vous devez démontrer que vous avez les fonds pour emmener la différence au closing. OK, parfait, merci. Moi, j'aime toujours mieux mettre le moins possible de dépôt. Parce que si jamais on a un litige, ben il y a juste ce montant-là qui est en danger. Là. Exact. Merci. Linda, j'ai une question pour toi. Oui. Dis, on ne donne jamais d'argent au vendeur, mais est-ce que c'est interdit ou si, mettons, tu le fais, est-ce que le title agent ou le notaire va dire « OK, c'est beau, tu donnes une partie au vendeur? » S'il y a une chicane durant le contrat, puis tu as donné ton 10 000 au vendeur, là, il ne voudra jamais te le redonner, lui. C'est direct ça qui va arriver. Il va vouloir le conserver. Il va dire non, moi, le dépôt est non remboursable. Ça va toujours dans un compte chez la title company ou chez l'avocat. C'est toujours gardé là. D'accord. Pour répondre à ta question, on va y aller dans le mot entre Québécois. On achète des meubles, on décide pour faire baisser les prix des fois. On dit on va faire le contrat à tel prix, puis je vais t'acheter tes meubles, puis je vais te donner l'argent en argent au Canada ou des choses comme ça. Ça, c'est des arrangements entre amis que j'appelle. Vous vous arrangez avec les clients. Mais en principe, moi, je ne laisse pas vraiment les gens se donner de l'argent en dehors du contrat. Non, c'est bon, c'est sage. Merci. Oui. Pour répondre à la question à Yvan, dans la dernière transaction, on a demandé la permission à la banque, qui était la NatBank dans ce cas-ci, si on pouvait le faire. Et ils nous ont confirmé dans ce cas-ci, pour la raison qu'on avait, on l'a fait. Mais il a fallu demander la permission à la banque. Parce que sinon, ça n'aurait pas été accepté ni au closing, ni au title agent. Merci, Nicolas. On est rendu, c'est que je parlais tantôt, là, mon compte. Moi, j'ai ce petit formulaire-là que j'écris toujours mes due dates, les dates, voyons, les dates que les choses sont dues. Voyez-vous, l'initial déposé. Si on signe le 10, bien, le 13, il faut que le dépôt soit rentré. Le deuxième dépôt.
le time for acceptance, incluant les samedis. Tu sais, tantôt, quand je vous disais qu'il fallait mettre une date, la date que le contrat est exécuté. La date d'effective, là, c'est la date où ce que tout part. Quand tout le monde a signé, c'est là que l'horloge part. 3 jours, 10 jours les inspections, loan commitment, 45 jours. Tout part de cette date-là. Puis tant et aussi longtemps qu'il y a des initiales à mettre sur le contrat, il n'y a rien qui est compté encore dans les jours. Mais la minute qu'on met le effective date, là, toutes les dates, ils commencent. Fait que voyez-vous, je me sers un peu de ce document-là pour suivre mes dossiers. C'est sûr que ce n'est pas tout qui nous donne flood insurance. Ça va juste si vous avez une hypothèque puis que vous êtes dans une zone, flooding zone, je ne sais pas comment tu appelles ça, le flooding. Voyons, flooding, comment on dit ça en français? Inondation. Inondation. C'est toutes des choses comme ça. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans que ça va avec la banque, pas avec le dossier. Fait que ça conclut ce que je voulais parler avec les... Si vous voulez la voir, la présentation, ce que je vous ai fait ici, il n'y a pas de problème, vous me le dites, je vais vous l'envoyer, puis je vais même ajouter les pages que je n'ai pas inclus du contrat. Là. Je peux vous l'envoyer par courriel sans problème. Vous allez avoir mes informations ici, là. Attendez un petit peu. Fait que vous avez mon courriel, puis vous avez toutes mes informations, si vous voulez me les envoyer. Ça va me faire plaisir. Puis vous pouvez m'appeler sans problème. Maintenant, je vais essayer. Oh boy, là, il faut que je fasse. Faut que je sorte de là. OK. Avant les listings, oui. Tu peux quand même les mettre. Il y a François. Je vais commencer tout de suite au cas de la misère. Pardon? Je vais juste arrêter mon chose puis je vais essayer de le mettre en même temps, oui. OK. Il y a Yvan qui avait une question. Oui, c'était au sujet du dépôt, le dépôt qui est en in-trust. La première partie de la question, c'est que je m'imagine que ça va être avec l'avocat du vendeur in-trust. Et puis, dans un cas que c'est un achat qui est fait directement du particulier avec une propriété qui n'est pas listée avec un agent, est-ce qu'à ce moment-là, ça serait fait, ça pourrait toujours être fait, je m'imagine, une fois directement avec l'avocat de l'acheteur ou avec l'avocat du vendeur pour essayer, disons, dans un marché de vendeur, je m'imagine que c'est bon d'avoir un dépôt quand même? Oui, toujours. Propriété, pas de dépôt. Ils peuvent sortir du dossier, se sauver, puis disparaître, là, puis on n'a plus. Un détail que j'ai oublié, c'est toujours l'acheteur qui choisit avec qui on fait le closing, sauf dans le comté de Palm Beach. Dans le comté de Palm Beach, c'est le vendeur. Mais dans les 2 autres comtés, c'est l'acheteur qui choisit. Le dépôt est mis dans la compagnie de titre que vous choisissez. Puis si le vendeur est représenté par un avocat, l'avocat s'occupe de son dossier à lui, mais c'est votre avocat à vous qui conserve le dépôt. Oui. In-trust. Oui, toujours. François Bray. Oui, bonjour. Une question pour Linda, puis j'imagine que Nicolas, ou j'apprécierais que tu interviennes également. C'est par rapport au dépôt, on se disait depuis le début, il faut être prête à une transaction. Fait que j'imagine que si j'appelle Linda puis je ne suis pas préapprouvé, elle ne voudra pas travailler avec moi, fort probablement. C'est une première question. OK, ça veut dire oui, mais politiquement, non, on va le travailler ensemble. La deuxième question, en tant qu'investisseur, là, on veut tous fructifier notre argent. Mais moi, ça marche? Je renchéris. Tu sais, dernièrement, moi, j'ai fait une offre là, sur une propriété, François, avec Linda, et puis le vendeur, pas le vendeur, mais le courtier du vendeur me demandait tout de suite, est-ce que je suis préqualifié, combien de dépôts je suis prêt à mettre. Tu sais, il faut être prêt, là. C'est pas vrai. Oui. Moi, je pense que pour se sentir à l'aise, pour faire une offre, il faut être outillé, il faut être prêt par rapport à ces 2 choses-là. Là. Sinon, on ne sera pas pris au sérieux. On ne sera pas pris au sérieux parce que le marché, présentement, il est en feu. Dès qu'il y a une propriété qui arrive, qui a de l'allure, ça part en 2-3 jours.
Puis à ce moment-là, Nicolas, pour cette transaction-là, disons que tu as acheté une propriété à 2 millions, tu donnes 10 de dépôt. Ça veut dire que tu as déposé 260 000 Canadiens dans un compte qui ne rapporte rien, à moins que tu me dises qu'il y a d'autres stratégies à avoir, c'est-à-dire que tu garantis ton dépôt de par une marge de crédit hypothécaire que, étant donné que tu t'es préparé pour être préapprouvé. C'est-tu comme ça que tu fonctionnes ou tu laisses ton 260 000 Canadiens là, puis t'attends? Parce que c'est pas évident que c'est parce que je cherche une propriété que je vais trouver une propriété dans les 3 prochains mois. Ça peut être dans les 24 prochains mois, j'en ai aucune idée. Cet argent-là, es-tu dans un compte gelé, tu ne fais rien avec ou tu garantis ton dépôt de par une marge de crédit qu'on t'a donné mettons, de NatBank ou whatever? Bien, ton argent, pourquoi tu ne le mettrais pas dans, je ne sais pas, dans un dépôt à terme en attendant dans un dépôt à terme et converti? C'est parce que ta question, tu veux dire, au moment que tu as ta promesse d'achat acceptée, oui, entre le temps que tu transfères ton dépôt? Non, j'ai l'intention d'acheter moi aujourd'hui, mais je vais être prête. Je fais toutes les démarches chez NatBank. Okay. Et on m'offre une carte de crédit puis une marge de crédit, de ce que j'ai compris. Oui. Mais Linda, moi, quand je vais travailler avec, elle va me dire, es-tu prête, as-tu ton argent? Est-ce qu'il faut que j'aille 200? Bien, je parle de ton cas, une maison de 2 millions. Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, là, mais la maison de 2 millions, est-ce que tu devais démontrer que tu avais 200 000 US dans un compte de banque américain? Non, le dépôt, c'est qu'au moment de faire l'offre, je n'ai pas à le démontrer. Okay. C'est dans mes conditions. Je dis, bon, ben moi, je suis prêt dans 3 jours, à envoyer, si le contrat est accepté, 200 000 US dans un compte in-trust fiduciaire de mon title agent, de mon notaire. Okay. Donc, juste faire une virgule, qu'est-ce que je fais habituellement? Je dis aux gens de s'ouvrir un compte américain ici en Floride, oui, ce n'est pas un problème, ça se fait facilement entre les banques du Canada. Puis les gens, ils ont souvent, au Québec, un compte qu'on appelle US en argent américain. Fait que ce qu'ils font, c'est que l'argent s'en va dans ce compte-là. Admettons que vous dites, moi, je vais acheter une propriété, puis là, vous allez avoir un dépôt de 20 000 à mettre. Bien, les gens vont ils peuvent le laisser au Canada, le 10 000 américain pour acheter la propriété. Puis ils sont capables de faire le transfert. Moi, quand j'ai un contrat exécuté, l'avocat vous envoie une lettre, et elle dit, OK, voici mes informations bancaires. Vous devez m'envoyer le dépôt dans ce compte-là. À ce moment-là, vous allez à votre banque au Canada et vous pouvez le transférer. Vous n'avez pas besoin d'être toute prête aux États-Unis, là. OK. C'est beau. Parce que l'argent n'a pas besoin d'être en US. Ça peut être transféré de Canada aux États-Unis et là, elle devient en US la journée qui est transférée. Plus cher. OK. Est-ce que ça répond? Oui, absolument. Oui, oui, merci. Okay. Patrice. Oui, j'avais une petite question pour Linda. On voit souvent des propriétés, c'est marqué coop condo. Ça, c'est quelque chose que ça ne nous appartient pas. On achète une action que je peux comprendre. Puis, est-ce que c'est dangereux d'acheter ça? Coop, le terrain, si le terrain appartient à la coop, les risques sont beaucoup plus réduits. OK. Mais si le terrain n'appartient pas à la coop, c'est des leases de 99 ans. Fait que si la propriété a 70 ans, ça veut dire qu'il reste juste 30 ans. Puis il y a des gros risques dans 30 ans qui disent on va bâtir un nouveau building ou des choses comme ça. Okay. C'est un peu là qu'il faut faire attention. Il y en a sur l'intracostal, des coops, que le terrain ne leur appartient pas, mais je sais pertinemment bien qu'ils ne mettront pas ça à terre là, parce que c'est des beaux buildings. Il faut juste s'assurer de ça. Okay. C'est qui s'assure de ça? C'est-tu avec vous quand on fait une transaction? Ou... Oui, puis on demande encore une fois, on demande les documents à l'association. On lui demande de nous les fournir. OK. Ouais, puis là, c'est écrit. De toute façon, quand vous voyez l'année du condo, vous faites 99 moins l'année du condo. Ça vous dit à peu près combien d'années qu'il vous reste. Okay. Moi, j'ai des clients qui vont me dire, dans 30 ans, je ne serai plus là. C'est le dernier de leurs soucis.
Puis il y en a d'autres qui vont dire, on veut le léguer, on veut le garder, on ne veut pas le perdre, ou des choses comme ça, là. Mais si le condo appartient, le terrain appartient à la coop, c'est moins dangereux. On peut considérer plus comme un condo, mais la seule chose, c'est que la façon de prendre les titres n'est pas la même. C'est pas finançable aussi, hein, je pense. Si le terrain vous appartient, oui, ça va être plus facile de financer. Oui. Oui, à ce moment-là. OK. Ouais. Merci. C'est juste que la manière de prendre le titre n'est pas la même. Okay. Vous pouvez avoir un share pour votre unité okay. au lieu d'avoir un deed, comme on appelle. OK. Bon, bien, Merci. on enchaîne avec les actifs. Linda? Ça, c'est. Je vais vous montrer un peu, je vais essayer d'y aller brièvement. C'est des buildings à condo où ce que vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Ils vous laissent faire de la location, puis le condo, celui-là, il est sur le bord de la mer. Tu vois, il est à 1,199, mais vous avez des avantages avec lui. Quelle région? Pardon? Quelle région? Il est à Miami. Miami Beach. Miami, sur Collins Avenue, 54. C'est proche de South Beach. Pas tellement loin. C'est entre les deux, entre Sonny puis on va dire North Miami Beach. OK? La superficie, où est-ce qu'on voit ça dans le listing? C'est un 860 pieds carrés, puis il y a 3 chambres à coucher, 3 salles de bain. Ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec la superficie, là. Je serais surprise, je vais le vérifier parce que quand vous allez voir les photos, vous allez voir que ça n'a pas juste 800 pieds carrés. OK. Fait qu'il y a une petite erreur au niveau du square feet. Là. OK. Ouais. Fait que les gens, quand vous allez voir des listings, le SQFT, c'est square feet, c'est la superficie. Oui. Je dis toujours, quand vous regardez un listing, là, c'est toujours bien important de vous faire confirmer ce qui est écrit dans le listing. Surtout du côté de Miami. Parce que du côté de Miami, là, on va vous dire qu'ils sont assez rock'n'roll sur le listing. C'est assez pas évident. Les square feet est là. Le C41, ça vous dit si c'est un gros building. Voyez-vous, celui-là, c'est un building de moins de 4 étages. Ils disent que vous pouvez faire du Airbnb, qu'il y a une laveuse sécheuse dans le condo. Le condo est vendu. OK, ça, c'est le Hollandaise, c'est le Beach Walk. Le Beach Walk, c'est un condo qui est à moitié résident puis à moitié hôtel. Mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez dedans. Vous avez le droit de faire de la location sans problème. Je vais essayer de vous l'agrandir un petit peu pour essayer de voir les photos un peu mieux. Là. Allendale, là, c'est une ville qui est un petit peu au sud d'Hollywood. Linda, corrige-moi. Au sud d'Hollywood, oui. OK. Oui. Ouais. Là, ce qu'on voit en arrière de la tour, c'est l'intracostal. L'intracostal, c'est le canal principal qui traverse pratiquement toute la Floride. Là. Donc, je te laisse aller, Linda. Oui, fait que tu vois, le Beach Walk, c'est une place où c'est plaisant parce que vous pouvez faire de la location sans problème. Ils ne vous achaleront pas. Ils peuvent même faire la gestion si vous voulez parce que c'est quand même considéré comme condo-hôtel, mais il y a une portion qui est résidence. Fait que ça a beaucoup de bon sens. Après ça, on a... Donc, on a combien de pieds carrés? 1020? 1020 pieds carrés, c'est un 2 chambres. 4,5, 2 chambres, 2 salles de bain. Il y a beaucoup de monde qui vont aimer avoir l'aspect comme un hôtel. Ça, c'est vraiment un feeling d'hôtel. Ce n'est pas un feeling trop résidentiel. Fait que là, Quelle année la construction de l'immeuble? 2013. 2013, OK, wow, OK. Donc, c'est assez récent. Là. Oui. Donc, les frais de condo, ça représente quoi? Les frais de condo sont pas écrits. Voilà. Elle ne les a pas écrits. L'agent ne les a pas écrits. C'est dans les 500, ça, je peux vous le confirmer. Là. Je pourrais vous le confirmer après. Mais ce que je veux dire, c'est que le Beach Walk, ils sont 3 buildings. Il y a le Beach Walk, le Hyde et le Hyde Residence. Si vous êtes au Beach Walk, vous pouvez utiliser les 3 buildings, les piscines, des choses comme ça, les restaurants. Puis vous avez même une petite navette si vous êtes à l'hôtel, vous voulez en aller à la plage, vous ne voulez pas marcher, ils vont vous emmener sur la plage, ils vont vous fournir des chaises, des parasols, tout ce que vous avez. C'est vraiment le feeling hôtel.
Ce n'est pas le feeling, je m'organise avec mes affaires, là. C'est vraiment un feeling hôtel. OK. Je vois en passant que c'est marqué complètement meublé. Oui. Donc, un petit plus des fois côté gestion, là, quand c'est déjà bien meublé, là, ça permet de... Oui. Il faut toujours faire attention. Regarde, je vais revenir à l'offre d'achat à ce niveau-là, là. Quand vous achetez une propriété meublée, mais que vous financez le condo, il faut faire un addendum à part parce que les banques ne financent pas les meubles. Donc, si vous voulez dire que la banque dit qu'il y a 10 000 de meubles, bien, ils vont baisser leur prêt de 10 000. Fait qu'il faut toujours mettre ça à part. Il ne faut pas l'inclure dans le prix quand on fait une offre d'achat. Souvent, je vais voir ça, all furnish, tout meublé, clé en main. Mais si vous financez, là, ça prend un addendum qui est fait de côté. Parce qu'on ne veut pas que la banque soit au courant de ça. Parce qu'ils vont vouloir le déduire du prix. Ce qui n'est pas toujours ce qu'on veut. OK. OK. Après ça, j'en ai un autre ici qui est Lighthouse. Lighthouse Point, c'est une belle région. C'est une place pour les bateaux. C'est de toute beauté pour ça. C'est vraiment résidentiel. C'est très, très, très bien. Fait que voyez-vous, fait que là, vous avez encore une fois, c'est sur l'intracostal. Vous pouvez avoir votre bateau dans votre cour. Le condo aussi est vendu tout meublé. Il est déjà sur un programme. Il n'y a pas de frais mensuels parce que c'est résidentiel, c'est des maisons. Vous n'êtes pas dans une association. C'est sûr que c'est 1,6. Quand on parle de lighthouse, on parle un peu de luxe, plus chic. Quand on parle de canal, il faut s'entendre qu'il y a toujours un prix qui vient avec le canal. Mais c'est recherché, puis les gens aiment bien ça. Fait que ça, voyez-vous, ça, c'est dans Lighthouse Point. Fait que les prix sont un petit peu plus hauts. Après ça, je peux vous emmener au fameux Tide. Le Tide, c'est un vrai condo, mais je vous dirais que 80% du building est sur Airbnb. Puis, il y a plein de monde là qui font de la gestion de condos, qui en font de la location. C'est vraiment un building là, unlimited sur les locations. Hop, t'es allé trop vite. Attendez un petit peu, je pense que j'ai changé de place. Là, je me promène. OK. Fait Linda, que ça, oui, vas-y. On va terminer avec la question que Peter a pour toi et on va devoir enchaîner avec le prochain conférencier parce qu'on a déjà dépassé le temps. Peter Alabi. Oui, moi, ma question, c'est quand même assez rapide. Puis en fait, c'est plus pour toi, pardon, je ne vois plus ton Nicolas, je pense. Oui, Nicolas. C'est quoi? Ouais. Pourquoi tu as transigé vers les maisons que les condos? Comme moi, j'ai en tête, mettons, d'acheter, disons, 4 ou 5 condos d'un budget de 370 000. Mais là, je vois que toi, tu as préféré acheter une maison à 1, quelques millions. Puis là, je me demandais, quelle est la meilleure stratégie, en fait? Puis surtout, investissement-wise, est-ce que je vais avoir un meilleur retour si j'achète 4-5 condos ou une maison? OK. Bien, je te dirais, on va continuer avec, si Christophe a une question par rapport à Linda. Moi, je vais répondre à ta question à la fin. Au mot de la fin, on va prendre un 5-10 minutes. Je vais tout répondre à vos questions. Comme ça va permettre à l'horaire que j'ai donné aux conférenciers de respecter l'horaire, si tu permets, Peter. Parfait. Non, il n'y a pas de problème. C'est good. Merci beaucoup. Ça va me faire plaisir de répondre à ta question tout à l'heure. Merci. Donc, Christophe. Oui, moi j'ai une question sur les condos comme ceux qu'on vient de voir là, dans les grands immeubles. Évidemment, ça a fait les nouvelles récemment quand il y a eu des effondrements et que c'était des problèmes qui étaient connus du board apparemment et qui n'avaient pas été adressés. Comment on fait pour se protéger par rapport à ça? Est-ce que on a des éléments particuliers à regarder dans la documentation du board avant de faire une offre? Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Quand un building atteint l'âge de 40 ans, on doit le faire recertifier. Donc, il y a une inspection ingénieure qui est faite.
pour que puissent faire les travaux qui s'imposent. Ils vont faire des tests de sol, ils vont faire des tests sur le ciment, puis ils vont devoir se confirmer et ramener le building là, au code. Ce qui est arrivé à Miami, là, c'est un peu un cas isolé. Il y avait beaucoup de problèmes. Les propriétaires votaient souvent contre les assessements. Donc, à un moment donné, ça s'est multiplié. Je ne vous dirai pas ce qui est arrivé, je ne le sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a eu une négligence à quelque part. Mais écoute, en tant qu'acheteur, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire justement pour… ça, là. C'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement. Si le 40 ans est fait, puis s'ils sont capables de vous dire que oui, tout a été remis en bonne condition, vous êtes protégé à ce niveau-là. Avant 40 ans, c'est de voir s'il y a des choses, de la maintenance a été faite sur le building. Comme je vais parler du Beach Club, le Beach Club est bâti en 2005, mais en 2015, ils avaient déjà commencé à faire des rénovations. Ils n'ont pas laissé le condo se détériorer. Ils l'entretiennent. Et ça, c'est le vendeur qui fournit ces informations-là ou c'est l'acheteur qui doit aller se renseigner auprès du board? Habituellement, c'est écrit dans les documents de copropriété. Qui sont fournis par le vendeur? Oui, effectivement. Okay. D'accord, merci. OK, très bien. Donc, Linda, tu voulais-tu terminer avec quelque chose, ta carte d'affaires ou… Je sais ici, là, je l'avais tantôt, là, si jamais vous… Bon, ça, c'est ma photo, mais si vous avez mes informations ici. C'est pas compliqué, c'est lindafoy@gmail.com, puis mon website, c'est lindafoy.com, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Bon, ben merci beaucoup, Linda. Le téléphone est là, fait que s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Parfait. Merci à toi. Bonne journée, belle présentation. Pas de problème, merci. Bon, maintenant, on va parler de fiscalité. Ouais, on n'a pas le choix quand on investit aux États-Unis. Il faut savoir de quelle façon, en nom personnel, en fiducie, en compagnie. Il y a beaucoup de sujets à aborder dans ce sujet-là.